Bonjour à tous, à l'occasion de la sortie 4K du Seigneur des Anneaux, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer les faux raccords et les erreurs présentes dans la trilogie. En revanche, les images que vous allez voir sont extraites des éditions Blu-ray version longue. Je tiens à préciser tout de suite que cette vidéo dévoilera des erreurs exclusives, ou du moins que je n'ai encore jamais vues sur internet. Le film a déjà été décortiqué plusieurs fois, notamment par la célèbre et très bonne émission Faux Raccords d'Allociné. J'éviterai donc de revenir sur les faux raccords qui ont déjà été abordés par Allociné, en tâchant de m'attarder sur des détails qui vous ont peut-être échappé. Je précise également que cette vidéo n'a pas pour objectif de critiquer cette trilogie, que j'adore évidemment, ni de dénigrer le travail titanesque des personnes impliquées. Les erreurs, incohérences et faux raccords sont inhérents à tout film et toute grosse production, aussi bonne soit-elle. Je vais y aller de manière chronologique et on commence donc par la communauté de l'anneau et une scène du prologue lors de la bataille de Dagorlad, et on débute avec du très lourd. Regardez cette scène, c'est très rapide. Ouais bon, je vous l'avais dit, c'est très rapide, on va y aller image par image. Alors, à moins que les elfes et les orques portent des casquettes et pulls bleus, on aperçoit bien un membre de l'équipe du film en train d'observer la scène. Je vous la repasse à vitesse réelle. On enchaîne toujours avec la bataille de Dagorlad lorsque Sauron envoie promener Elendil. Observez Elendil quand il chute, il a bien son casque sur la tête, et quand son fils Isildur se rapproche, le casque est juste à côté. Dans la foulée, Isildur s'empare de l'épée de son père sur sa droite. Pourtant, si on revient sur le plan large une seconde avant, aucune épée n'est présente sur sa droite, et on remarque aussi que le casque a une nouvelle fois changé de place, passant de la gauche d'Elendil à derrière sa tête. Allez, on fait un bond dans le temps et on part en comté avec la scène de Sam surpris par Gandalf. Sur ce plan, on voit bien qu'il n'y a rien sur la moquette, et quand on revient sur lui, des livres sont apparus avant de disparaître de nouveau, et de réapparaître de nouveau. Direction les montagnes avec cette scène de Boromir. Boromir est tenté par l'anneau, mais il finit par le rendre à Frodon. On voit qu'Aragorn est méfiant puisqu'à la fin de la scène, il tient son épée de la main droite, et pourtant juste avant, on voit qu'il pose sa main gauche sur l'épée. Main gauche toujours présente sur le plan d'après. Main gauche qui finit par passer un peu plus bas sur le fourreau, tandis que la main droite empoigne l'épée. Allez, un peu d'action avec cette scène de bataille dans la Moria, et Legolas qui, en plus de faire du skate pendant une bataille et de surfer sur une trompe d'éléphant, arrive à se dédoubler. Si, regardez. Et oui, le bougre arrive à combattre un orc dans le fond là-bas, puis la seconde d'après à aider son ami Gimli en tirant sur le tronc. Ça te compte quand même que poulain. On passe à la scène où la compagnie tente d'échapper au Balrog. Ici, pas de faux raccord, mais quelque chose qui m'a toujours tracassé. Où peuvent-ils bien aller une fois qu'ils ont descendu cet escalier? Ça tombe carrément à pic, il n'y a rien derrière. Gandalf, ce serait pas un peu la merde pour descendre là? Ta gueule, courez! On arrive à la fin du premier film avec Aragorn qui transperce un Uruk, et sur le plan d'après, il lui fait un gros câlin. Toujours une histoire d'Uruk transpercé, cette fois c'est Boromir. C'est encore très rapide, mais on se rend compte que son épée passe à côté. À vitesse réelle et avec l'illusion d'optique, ça passe. En revanche, regardez comme cet Uruk anticipe le coup de Boromir. On s'aperçoit qu'il bascule en arrière bien avant que le coup ne lui soit porté. Allez, dernière scène de la communauté de l'anneau, je vous laisse juger à vitesse réelle. Et oui, juste après qu'Aragorn ait planté son couteau dans la jambe de l'Uruk, il n'y a plus de couteau, tout simplement. C'est tout pour la communauté de l'anneau, on passe au deuxième volet de la trilogie avec les deux tours. Et à l'époque, nous sommes au balbutiement de la motion capture, totalement révolutionnaire et démocratisé par la performance d'Andy Serkis en tant que Gollum. Même si Andy Serkis était bien présent sur le plateau avec les acteurs pour interagir, la motion capture consistait à enregistrer les mouvements du personnage en studio grâce à plusieurs capteurs sur le corps, avant de recréer numériquement le personnage par ordinateur. Depuis, on est passé à la performance capture qui permet d'enregistrer la performance directement sur le plateau avec les autres acteurs, ce qui s'est passé notamment sur le Hobbit. La technologie a bien évolué depuis et c'est ce qui peut éventuellement expliquer des petits bugs, comme lorsque Gollum et Sam se battent, regardez, la main de ce dernier passe à travers Gollum. On passe à Merry et Pippin, poursuivis par un orque dans la forêt de Fangorn. L'orque se penche au-dessus de Merry, s'apprêtant à le tuer, puis Sylvebarbe se réveille et écrase l'orque. Bon, je ne sais pas comment l'orque comptait tuer Merry dans cette position en étant aussi loin de lui, mais je pense que c'était une volonté de l'équipe du film parce que forcément, si Sylvebarbe écrase l'orque avec son pied, ben
il aurait aussi tué Merry. Et regardez dans la foulée, si on voit bien que les feuilles réagissent au pas de Sylvebarbe, il n'en est rien pour les pas de Merry. Bon, je veux bien qu'il ait des plus petits pieds, bien que ce soit un hobbit, mais quand même, la scène a probablement été tournée sur fond bleu et le feuillage rajouté numériquement, ce qui explique le problème. Encore un problème lié au numérique avec ces cavaliers du Rohan qui comptaient un peu trop sur les mecs des effets visuels. Souvent, pendant les grosses scènes de bataille, et vous le verrez plusieurs fois par la suite, on demande aux acteurs ou aux figurants de donner des coups dans le vent et de faire semblant de combattre un ennemi. Les types des effets visuels se chargent ensuite de rajouter les ennemis par ordinateur, mais là ils devaient avoir un peu la flemme car il y en avait un peu trop. Regardez bien cette scène où le combat entre les hommes du Rohan et les wargs est sur le point de se terminer. Les cavaliers du Rohan tuent les derniers wargs encore en vie et la plupart d'entre eux, tuent des ennemis invisibles. Et de 1... Et de 2... Et de 3... Et de 4. Ça te compte quand même que Poulain! Allez, petit fort raccord très gentil avec Gimli qui se dirige vers Éowyn. Observez les figurants dans le fond, il y a pas mal d'activités, tout le monde est en mouvement ou en train de parler, dont ce figurant qui descend les escaliers, et sur le plan d'après, il se retrouve à ne plus bouger à côté de 2 autres figurants, avant de disparaître de nouveau sur le plan d'après. Direction à présent le gouffre de Helm et cette bataille qui aura marqué l'histoire du cinéma. Les scènes de bataille, c'est toujours l'occasion de découvrir de belles perles. Forcément, plus il y a de figurants et de choses à gérer, plus il y a de risques d'avoir des erreurs comme celles que l'on a vues précédemment. On démarre doucement avec ce travelling latéral des elfes en cochant leurs flèches. Et si on y regarde de plus près, on voit que cette scène a été tournée à même le sol et non sur des vrais remparts, comme c'est censé être le cas ici. On devrait logiquement voir du vide derrière eux. Allez, on rentre au cœur de la bataille, regardez et surtout écoutez. Le gars des effets sonores a bien pensé à rajouter le sifflement de la flèche, mais le gars des effets visuels a oublié de la rajouter numériquement. Quand ce n'est pas le numérique, on passe à des effets pratiques directement réalisés sur le plateau. Je vous laisse la scène. Bon, déjà oui, vous allez me dire que font ces cons d'Uruk-hai à rester alignés sans bouger en pleine bataille, mais surtout regardez le moment où Aragorn décapite cet Uruk. Au ralenti, on voit bien qu'un fil est tiré pour faire tomber une fausse tête. Ouais, forcément, on décapite pas vraiment des gens sur les tournages. On passe à cette scène où Théoden coupe le bras d'un Uruk pour sauver Gamelin, et sur le plan suivant, ce dernier se retrouve de dos avec l'Uruk tombant sur lui. Théoden, toujours lui, quelques minutes après, se retrouve aux prises avec un Uruk. Il tient sa lance de la main gauche pendant que sa main droite tient la lance de l'Uruk, puis juste après, il tient la lance des deux mains. Heureusement, Théoden peut compter sur Aragorn qui vient lui porter secours. Vous avez vu ? Il tue un premier Uruk, un second arrive vers lui et s'apprête à lui porter un coup, mais sur le plan d'après, il a disparu. Tiens, on parlait de flèches invisibles tout à l'heure. Regardez cette scène. C'est assez étonnant car cette fois-ci il ne s'agit pas d'un simple figurant au milieu d'une foule, le cadre se concentre vraiment sur l'action de cet homme du Rohan, et pourtant il tire une flèche invisible, ou plutôt une flèche qui devait être rajoutée numériquement mais qui ne l'a pas été. Pire, on voit bien que cet Uruk est déjà équipé d'une flèche le transperçant avant même que l'archer ne tire, et qu'il mime le moment où il est touché. Observez à présent cette scène où il se replie au bastion. Il n'y a pas de personnage numérique mais que des figurants en chair et en os, et on voit bien qu'ils ne savent pas trop quoi faire. On leur a sûrement donné comme consigne de courir pour se replier et de faire semblant de se battre s'ils croisent un ennemi. Ce qui fait que les mouvements sont assez hasardeux et que certains semblent même s'éviter. Ici, on voit par exemple Aragorn donner un coup dans le vent alors que l'Uruk est déjà mort à ses pieds. Bon, à présent je risque de vous ruiner une scène totalement épique et j'en suis désolé. Il s'agit de la scène où Théoden et le peu de ses hommes encore en vie décident de sortir de la forteresse pour charger à cheval. Tous les Uruk-hai sont logiquement rajoutés par ordinateur car il est trop risqué de charger sur des cascadeurs sur un pont aussi étroit. Et encore une fois, on a dû donner la consigne aux cavaliers de faire semblant d'attaquer des ennemis sur leur droite et leur gauche, et on leur a indiqué que ces ennemis seraient rajoutés numériquement. Le problème, c'est que les cavaliers en tête de ligne tuent forcément tous ceux qui sont sur leur chemin. Ceux derrière se retrouvent donc à tuer des ennemis, inexistants.
On passe à une erreur liée à la post-production cette fois. La post-production, comme son nom l'indique, ce sont toutes les étapes d'un film une fois le tournage terminé. En l'occurrence, le montage, le mixage ou encore l'étalonnage. Et c'est justement l'étalonnage qui va nous intéresser ici. C'est encore une fois très rapide et très subtil. Regardez, je vous le passe à vitesse réelle. Vous n'avez rien remarqué? Il y a un changement d'étalonnage sur un même plan, et cela 2 fois d'affilée. L'étalonnage, c'est une étape qui se déroule après le montage et qui permet de retoucher les couleurs de l'image. En règle générale, on essaye d'harmoniser les couleurs pour donner un style tout au long du film. L'étalonnage peut varier bien évidemment d'une séquence à l'autre, d'une scène à l'autre, mais jamais au cours d'un même plan, à moins que cela soit vraiment une intention du réalisateur, mais cela m'étonnerait que ce soit le cas sur cette scène. Je vous le passe image par image pour bien décortiquer la scène. On a d'abord ce plan avec Théoden, avec des couleurs plutôt chaudes, puis l'image devient plus froide à cet instant. Regardez l'armure de Théoden, le teint de peau de Legolas, mais aussi le mur à l'arrière-plan. On voit bien la modification. Puis nous arrivons sur Gandalf. Au tout début du plan, la teinte de l'image est plutôt bleutée avec des couleurs froides. Puis lorsque Gandalf déclenche son mouvement avec son bâton, la teinte devient plus verdâtre. Ça se joue à ce moment précis, là, vous voyez ? Je vous mets le comparatif pour bien voir la différence. À gauche, c'est l'image avant que Gandalf nous donne son coup de bâton. À droite, c'est l'image une fois qu'il l'a donné. Je vous le repasse à vitesse réelle désormais, cela vous sautera sûrement plus aux yeux. On termine cet épisode des 2 tours avec nos héros à cheval. Enfin, nos héros. Pas sûr qu'ils soient vraiment tous là. À gauche, on est censé avoir Éomer, le neveu de Théoden. On voit que c'est bien son armure, par contre, il ne semble pas que ce soit le bon acteur. Mais qui est ce mec? Il ressemble pas du tout à Éomer. L'acteur devait sûrement être indisponible et l'équipe du film a probablement fait appel à une doublure. Allez, on s'attaque à l'ultime volet de la trilogie avec le retour du roi et un premier fort accord gentillet sur ce dialogue entre Elrond et Arwen. Elrond regarde sa fille, puis sur le plan suivant, à la tête baissée, avant de lever la tête vers elle. Le cas suivant n'est ni un faux raccord ni une erreur, mais je souhaitais vous montrer comment différencier des vrais figurants et une armée numérique, grâce à la manière dont ils sont éclairés. On utilise souvent des figurants au premier plan, et ceux à l'arrière-plan sont réalisés par ordinateur pour faire le nombre. Jusque-là, rien de bien compliqué. C'est le cas dans ce plan où les premières lignes sont de vrais figurants, la caméra monte et on peut facilement remarquer la ligne de démarcation entre les vrais orques et les faux orques grâce à l'éclairage. Regardez, on voit bien que ce secteur est beaucoup plus éclairé avec plus de reflets. Il s'agit bien de figurants éclairés sur fond bleu ou sur fond vert, les sources de lumière ayant probablement été enlevées par ordinateur. Tandis que le reste de l'armée bénéficie de moins de lumière. Regardez, c'est encore plus flagrant sur ce plan. Parenthèse fermée, on reprend avec Faramir, récupéré par les hommes du Gondor au pied de la porte de Minas Tirith. Il vient d'être transpercé de 2 flèches que l'on voit bien ici dans leur entièreté. Un peu plus loin, alors qu'il ramène Faramir à la citadelle, les flèches ont été coupées quasi de moitié. On le voit ici, puis ici. Allez, je préviens les arachnophobes, on passe à une scène avec Arachné. Pendant son combat, Sam perd l'étoile d'Elendil. Et on aperçoit sur ce plan large qu'elle n'est plus présente, mais qu'elle réapparaît juste ici. Une fois débarrassé de l'araignée, Sam s'en va prendre des nouvelles de Frodon, qui n'a pas l'air dans son assiette, tellement mal qu'il passe des grands yeux ouverts aux yeux fermés en un millième de seconde, avant de les rouvrir aussi vite qu'il les a fermés. Retour à Minas Tirith où les orques ont envahi la cité. C'était pas compliqué pour eux en même temps. Regardez comme les hommes du Gondor sont nuls. Non mais franchement, regardez ces deux-là, on dirait qu'ils attendent de se faire tuer. Pareil pour lui, il ne tente même pas d'attaquer ou de se défendre avec son arme. Je parle même pas de celui-ci qui se prend un petit coup et qui en rajoute des caisses. Regardez cette scène, cet orc avec une massue pointue frappe cet homme qui tombe en arrière, et sur le plan suivant, il semble que ce soit le même homme, bien sur ses pieds, avec le même orc qui l'attaque, on reconnaît sa massue. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à se faire des câlins comme ça d'ailleurs? Regardez celui à droite. Viens là, copain. Youhou. Bon, le pire, c'est peut-être cet orc qui se barre alors qu'il lui suffit de frapper les hommes à sa gauche. On continue notre route avec... attendez. C'est pas du tout Gandalf, ça. Merci la doublure. Revenons à nos hobbits avec Pippin qui retrouve Merry sur le champ de bataille. Pippin maintient Merry au-dessus du sol. Puis après, il est complètement allongé.
Faux raccord suivant avec nos deux orques qui se battent pour les affaires de Frodon. Le plus grand envoie balader l'autre, mais sur le plan d'après, il est au sol et se relève, alors qu'il était parfaitement sur ses appuis. Un de ces deux orques se retrouve ensuite transpercé par Sam, mais l'épée de ce dernier ne comporte aucune trace de sang une fois qu'il l'a tué. Tiens, on parlait de doublure avec Gandalf tout à l'heure, je vous en donne 2 nouvelles lors de la bataille de la Porte Noire. Regardez un peu à quoi ressemble Pipin sur ce plan. Et je ne parle même pas de Gimli sur ce plan, il a l'air complètement défoncé. Ça te compte quand même que Poulain. Ah, tout à l'heure je vous parlais de changement d'étalonnage sur ce plan de Gandalf. Regardez à présent ce plan. Je vous le repasse image par image, ça se joue ici. Le plan devient tout à coup beaucoup plus contrasté et saturé. Je vous mets le comparatif avant-après. Et maintenant je repasse le plan à vitesse réelle. On commence à arriver sur la fin. Et ouais, même Gandalf en a marre. Regardez cette scène, il est tranquillement en train de réfléchir à ce qu'il va bouffer au soir, alors que tout le monde se bat à mort derrière lui. Enfin, se bat à mort, façon de parler. Regardez-moi ces deux-là à gauche qui se font des bisous. L'orque fait mine de lui mettre un coup de tête à 2 reprises. On a vu plus crédible, hein. Allez, sur cette scène, j'ai du très très lourd. Je vous laisse observer par vous-même, soyez bien attentifs. Vous n'avez rien vu? Sûrement car vous étiez concentré sur les mains, ce qui est logique. Allez, oubliez les mains, je vous laisse une seconde chance. Comme d'habitude, on va y aller image par image. Attendez, mais ce serait pas un fond bleu ça? Eh oui, la scène est tellement sombre qu'ils en ont oublié de remplacer le fond. De nos jours au cinéma, et comme vous le savez sûrement, la plupart des effets visuels et des paysages sont incrustés grâce au fond vert. Sauf que Le Seigneur des Anneaux a été majoritairement tourné sur fond bleu, ce qui était déjà plus courant à l'époque. Pour les tournages en pellicule, l'utilisation du fond bleu était liée au fait que le filtre bleu de la pellicule était le plus sensible, car c'était la première couche à être filmée avant les filtres verts et rouges. Le bleu avait ainsi les plus beaux cristaux, ce qui donne un meilleur rendu des détails et un minimum de grain présent à l'écran. Aujourd'hui, à l'ère des caméras numériques, le vert est utilisé car les capteurs des caméras sont plus sensibles à cette couleur. Enfin, le bleu et le vert sont utilisés car ce sont les 2 couleurs qui s'éloignent le plus de la teinte de la peau. Il est donc plus facile de remplacer des fonds de cette couleur sans que cela ait un impact sur le personnage. Voilà, c'est tout pour la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'espère que vous avez découvert et appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour signaler des erreurs que vous auriez pu remarquer dans la trilogie. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter Le Seigneur des Anneaux, la série, afin d'être informé des différentes news sur la prochaine série par Amazon Prime, mais aussi pour suivre le reste de l'actualité autour de l'œuvre de Tolkien. A très bientôt.